Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Bonjour et merci d'être venu. Il est bien ce petit. Ouais, je viens chaque semaine, c'est vraiment pratique. Hein. C'est vraiment pratique. Il s'est rasé avec une lame de fond aussi. Ouais. Nous avons plusieurs sujets à évoquer aujourd'hui. Un petit peu comme la semaine dernière, on n'a pas une actualité extrêmement brûlante, je trouve. On a plusieurs sujets d'une importance relative, moyenne, je dirais. Le premier sujet que je voulais évoquer, c'est pas justement le sujet le plus chaud, mais c'est peut-être une réflexion générale sur la méthode de recrutement et de gestion des salariés de giga-entreprises, notamment dans le domaine du service. Notamment parce que je réfléchissais à ça, puisque Elon Musk, donc qui a racheté Twitter, a viré à peu près 90% du personnel. Il y a même eu un hashtag qui a été très utilisé ces derniers jours sur le réseau, c'est RIP Twitter, parce que les gens pensaient que avec toute cette masse de salariés qui soit étaient virés, soit quittaient le réseau social d'elle-même, les gens pensaient que le réseau était foutu. Force est de constater que c'est pas du tout le cas. Et d'ailleurs, on avait eu sur Twitter deux photos qui avaient beaucoup circulé. La comparaison était incroyable. C'était donc avant le rachat d'Elon Musk. C'était en gros les salariés moyens de Twitter. Et c'était une bande de nanas qui avaient, je dirais, entre 25 et 35 ans. Et donc, on sentait bien que le quotidien, en fait, à Twitter, c'était les réunions qui en finissent plus, les bubble tea, les pauses café, les trucs comme ça. Et puis à côté, on avait la photo donc avec Elon Musk entouré de plein de jeunes geeks, où là, ça sentait un peu la transpiration, les milliers de lignes de code, enfin voilà. Et donc, ce qu'on constate, c'est que dans ce secteur-là, un salarié compétent et travailleur peut faire le boulot de 10 salariés du temps d'avant. Je me demandais est-ce que potentiellement ça pouvait vous inspirer, si vous pensez que ça va se réactualiser et que toutes les entreprises du milieu vont faire pareil. Alors ça, c'est une très bonne question, mais ça revient à des sujets dont on a discuté dans le passé. Vous savez, c'est la loi des 80-20. C'est la loi dit dans une entreprise, il y a 20% des gens qui créent 80% de la valeur et 80% des gens qui sont là pour donner l'impression que c'est une grosse boîte. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, quand j'ai commencé ma carrière à la Banque de Suez, il y a des temps immémoriaux, il y avait un président qui était un homme tout à fait remarquable. Et dans le fond, ce qu'il faisait, c'était on était dans une période terriblement inflationniste, enfin qui commençait. Et donc cet homme attendait, puis au moment qui lui semblait le meilleur, il émettait une obligation dans le marché des obligations, garantie par le groupe Suez, et immédiatement après, en général, l'inflation accélérait, l'obligation se pétait la gueule, et lui, il prenait tout cet argent frais, il le prêtait à des taux beaucoup plus élevés que celui auquel il avait emprunté. Donc j'avais fait le calcul, on était 800 à l'époque, ou 1000 à l'époque à la Banque de Suez, je me souviens plus très bien. J'avais fait le calcul, dans le fond, tous les bénéfices de la Banque de Suez venaient des décisions que prenait ce gars-là. D'accord. Et que moi, j'étais là, je servais à rien, quoi. Je faisais des papiers, j'allais voir dans des réunions, je fumais des cigares quand on m'offrait avec les brokers américains, mais que finalement, ma valeur ajoutée était pas vraiment très forte par rapport à celle de ce gars-là. Donc je crois qu'il y a toute une série de ces entreprises où il y a cette espèce d'effet de concentration des résultats, et ce qui est en train de montrer ce brave Musk, c'est que vous virez 80% des gens et les bénéfices par action explosent. Mais en même temps, pour les gars qui travaillaient dans ces entreprises, il y avait beaucoup de gens qui étaient très contents de ne pas travailler là, mais d'être payés quand même. Et ça aidait beaucoup à la diffusion des idées de gauche. Donc, ce qui est en train de dire, écoutez, si vous voulez faire passer des messages par le net qui touchent le maximum de gens, vous n'avez pas besoin de 130 000 personnes, quoi. Bien sûr. Et c'est peut-être ce qu'est en train de découvrir Zuckerberg avec Meta, oui. Avec Meta, où il est en train de perdre sa culotte. Donc là aussi, on risque d'avoir un dégonflement extraordinairement rapide de l'emploi. Et ça m'amène à une deuxième question qui me gêne beaucoup, c'est que je suis persuadé que dans nos sociétés aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de faux boulots. Oui.
Absolument. Des travaux que, on fait ça, c'est le responsable, je sais pas, de la bonne santé des bêtes dans le bureau, vous voyez, des trucs importants, quoi. Je parle des bêtes, pas des gens qui travaillent, je parle des animaux. Hein. S'il y avait des animaux, vous voyez ce que je veux dire, parce qu'il faut se méfier. C'est vrai, on sait jamais. On sait jamais. Je dis pas que les gens qui travaillent dans les bureaux sont bêtes, là, c'est pas du tout le cas, parce que j'y ai passé ma vie. Mais donc, il y a toute une série de faux boulots. Et donc, si on rentre dans une période difficile, il y a toute une série d'entreprises qui, pour survivre, vont devoir se perdre 80% de leur... qui, dans le fond, ne servent à rien. Absolument. Il y a vraiment, notamment dans le domaine des services, cette multiplication de ce qu'on appelle en anglais des bullshit jobs. Et on a, par exemple, sur les réseaux sociaux, des vidéos qui ressortent sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Notamment, c'est souvent des filles qui montrent leur quotidien donc, dans ces énormes sociétés, où elles commencent le boulot à 10h du mat, elles font une pause café, avant même d'avoir travaillé. Ensuite, elles font une réunion qui sert à rien puisqu'il n'y a absolument aucune décision qui n'est prise, juste on discute. Ensuite, c'est la pause déj. Ensuite, c'est la petite sieste dans le hamac avec tout le monde. Et ensuite, on a encore une réunion. Ensuite, elles travaillent vaguement pendant 3/4 d'heure. Ensuite, il y a encore une pause café. Ensuite, une dernière réunion. Et ensuite, elles rentrent chez elles, quoi. Et tu vas dire, mais... à quoi êtes-vous, enfin, pourquoi vous êtes payé, il faut pas être trop sévère avec la gente féminine, parce que je me souviens très bien d'avoir vu justement une interview de Hollande quand il était jeune et qu'il expliquait ce qu'il faisait au Conseil d'État, qu'il y allait quand il en avait envie, qu'il faisait rien du tout, enfin je veux dire, elle traîne toujours sur le réseau, tout le monde peut la regarder, mais c'était extraordinaire parce qu'on se rend compte que Hollande disait en sortant de l'ENA, bon, je suis allé au Conseil d'État, ce qui veut dire qu'il avait eu une très bon moment de sortie d'ailleurs, et qu'il foutait rien toute la journée, et qu'il y allait quand il en avait envie, et que personne ne lui demandait rien, et qu'on lui demandait jamais rien. Donc, il doit y avoir, pas simplement dans le secteur privé, mais aussi peut-être dans le secteur public, un certain nombre de boulots. Vous savez, c'était le fameux livre qui s'était vraiment débordé, là, de cette fille qui avait travaillé dans le truc à Bordeaux, qui était à mourir de rire, où elle disait, la seule façon qu'on en fasse moins, c'est si on mettait des lits dans les couloirs, quoi, parce que comme ça, les types pourraient... Donc, je crois que dans nos sociétés, il y a relativement peu de créateurs de valeur, que d'ailleurs on martyrise avec beaucoup d'entrain, et beaucoup de passagers clandestins. Et je crains que la période difficile qui s'annonce, les passagers clandestins, ils vont plus participer au repas gratuit, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en période, quand on a la survie est en jeu. C'est ça, quand on a une entreprise qui fait d'énormes bénéfices, etc. Bon, parfois, ils sont peut-être pas très regardants sur les finances. En plus de ça, Twitter, c'était une entreprise un petit peu particulière parce que visiblement, elle avait même pas la volonté de faire spécialement des bénéfices. Elle était à chaque fois soit à l'équilibre, soit en déficit. Si j'ose dire, le Twitter, c'était littéralement... la prise de contrôle par des trotskistes. C'est-à-dire que même celui qui avait créé Twitter, qui était un drôle de gars, d'ailleurs, une espèce de barbe, il était pas tout seul dans sa tête. Jack Dorsey. Jack Dorsey, il était là, mais il n'avait aucune influence sur Twitter. C'est-à-dire qu'on savait pas qui avait le pouvoir dans Twitter. Oui. Et ce qu'a fait Bunn, c'est qu'il a dit, j'achète toutes les actions, et qui étaient répandues dans le public, et c'est moi le pouvoir. Concrètement, ceux qui avaient le pouvoir à Twitter avant, c'était en fait toute la légion de modérateurs. Parce qu'en fait, Twitter mais on ne savait pas qui les avait nommés, mais on ne savait pas comment ils travaillaient, on n'avait pas accès aux algorithmes. Il y avait toute une série de choses. C'est très intéressant. Elon Musk, il y a 2 jours apparemment, a ouvert par hasard un placard au QG de Twitter, placard qui était rempli de t-shirts sur lesquels il y avait écrit « Stay woke ». C'est très intéressant. Ça veut bien dire que c'était vraiment l'état d'esprit général de tous les employés qui étaient là, que l'idée c'était pas la diffusion des idées, que c'était pas la diffusion des informations, la confrontation, la liberté d'expression. C'était vraiment l'idée, c'est que des gens s'expriment, enfin dans la limite de ce que moi je définis. Oui, c'est ça. Et surtout qu'il y avait un certain nombre de gens dont on pensait qu'ils étaient pas bien nets, et donc on empêchait de parler a priori. Et ça, c'est le début, encore une fois, d'une société totalitaire. Donc, on retrouve un des trucs essentiels de la gauche, c'est-à-dire, personne ne sait où est la responsabilité. Parce que dans une société de droite,
Moi, je le vois très bien dans mon métier. Quand j'allais voir des sociétés aux États-Unis, du secteur privé, ou des fonds de pension, par exemple, des gens comme ça, on me disait toujours, moi, c'est pas mon truc, hein, mais si vous voulez, le responsable, celui qui s'occupe du genre de produit que vous faites, c'est Joe Smith, là-bas au 3e étage, vous prenez rendez-vous avec lui, et c'était lui qui prenait la décision de devenir client ou pas. Bon. Quand je vais en France dans des trucs mutuels et tout, je réussis jamais à savoir qui va prendre la décision en ce qui me concerne. Personne, non, on me dit, vous savez, c'est compliqué. Oui, c'est noyé dans l'entité abstraite. C'est noyé, non, mais il faut pas, vous savez, on a déjà 2 ou 3 économistes. Bon, d'accord, on les lit pas, ils intéressent personne, mais enfin, on va pas leur faire de peine, donc on sait pas qui les a mis là, ni pourquoi ils sont là, ni pourquoi ils sont payés. Et donc, il y a une espèce de flou dans les organisations de gauche qui permet à ceux qui sont organisés, comme justement les trotskistes, de prendre le contrôle sans jamais apparaître. C'est assez marrant. Et puis, ce qui est dingue, c'est que, en fait, c'est quasiment de la subvention pour personnalité trotskiste, parce que c'est-à-dire que ce sont des gens qui très souvent sortent de 3 ans ou 5 ans d'université où ils n'ont pas forcément appris grand-chose, ils n'ont pas appris spécialement beaucoup de compétences, sauf que ils veulent quand même travailler, alors on leur propose des milliers et des milliers d'emplois là-dedans. C'est un vivier effectivement à trotskistes, à wokistes, à gauchistes, qui vont apporter absolument aucune valeur ajoutée, mais juste qu'ils vont pouvoir travailler là. Enfin, c'est quasiment... Pour moi, c'est de la subvention. C'est-à-dire, c'est bon, alors tu travailles 4 heures par semaine. Pour le secteur privé. Et alors, ce dont on s'est rendu compte, c'est des groupes comme Twitter ou Meta, etc., avaient des rapports constants avec le ministère de la Justice, le FBI et la CIA. Et le FBI et la CIA n'ont pas le droit d'empêcher des gens de parler. C'est le premier amendement de la Constitution américaine, l'État ne fera pas de loi pour... Mais rien n'empêchait le FBI de demander à Meta ou à Twitter, dites, ça nous arrangerait si vous lui copiez son compte à celui-là. Donc, donc on voit très bien une espèce d'arrangement entre ces gens qui pensent bien et le pouvoir politique qui les représente. Et donc c'est une nouvelle façon de censurer. Moi, ça m'était arrivé quand j'étais jeune. J'avais publié un article il y a longtemps dans le Figaro, qui était quelque chose qui se passait en France à l'époque, et le premier ministre de l'époque, après cet article, avait téléphoné, je l'ai su, au rédacteur en chef du Figaro en disant: vous ne prenez plus jamais un article de Charles Gave. Intéressant. Donc, il m'avait pas intéressé. Mais simplement, le Figaro a besoin des contraintes de publicité de l'État, donc c'était il y a 30 ans, donc j'imagine qu'il y a prescription, mais je veux dire, c'est une façon de ces organismes de diffusion de l'information de collaborer avec le pouvoir de façon sournoise. Tout à fait. Mais d'ailleurs, on voit bien qu'il y a aussi une relation pareille en France ou en Europe entre le pouvoir et ce milieu-là. Je me souviens notamment, alors c'est une pratique généralisée, hein, mais j'ai un exemple très concret. C'était en 2019 au moment des élections européennes, c'est-à-dire que dès le premier jour, le compte qui était lié à la République en marche de la campagne des européennes, dès le premier jour, avait le petit blue check à côté, ce qui montrait que c'était un compte officiel, alors que le compte équivalent, mais pour le Rassemblement national, a lui dû attendre des semaines et des semaines pour que ce soit la même chose. Alors que ce sont 2 partis qui ont exactement le même poids en termes d'électorat. Voilà, ça s'est prouvé au moment des européennes. Enfin, il y en avait un qui, du coup, était très proche du pouvoir de Twitter France, et donc il n'y avait pas de problème, et l'autre, non. Donc ils étaient un petit peu mis de côté, et pourtant c'est quand même un énorme parti, le Rassemblement national, donc c'est encore pire pour les formations encore plus petites. On voit bien que donc il y a des groupes à l'intérieur de nos pays qui ont des objectifs communs, et c'est pas d'arriver à des discussions entre gens de bonne compagnie, c'est d'imposer une façon de penser à la population, et que ces groupes qui sévissent beaucoup dans les milieux étatiques, parce que ont aussi des relations très étroites avec ces groupes. Et donc, ce qu'a fait Musk, là, c'est... il a nettoyé ça au Karcher, si j'ose dire.
Oui, c'est exactement ça. Il a proposé, il a rétabli plusieurs comptes Twitter, notamment celui de Babylon Bee, qui était un média dont justement en fait la censure a fait penser à Musk, a fait réfléchir à Musk la possibilité de racheter Twitter. Il y avait donc le compte de Jordan Peterson, le compte de Donald Trump qui est réapparu, même si Donald Trump d'interdire le compte de Jordan Peterson, qui est quand même un type de qualité, qui a beaucoup travaillé, qui a beaucoup réfléchi sur les relations humaines, qui est un psychiatre, un psychologue de formation scientifique et tout, d'interdire ce type-là, c'est comme si en France on avait interdit, je sais pas, Raymond Aron. Oui, exactement. Mais c'est d'une bêtise confondante, parce qu'il passe par ailleurs, et plus on l'interdit, plus il passera. Donc il y a une espèce de relation un peu crasseuse entre ces milieux d'extrême gauche et les milieux étatiques, sur lesquels, si j'ose dire, les journalistes se feraient bien de se pencher. Mais vous devriez donner le résultat d'un petit sondage qu'on a fait. Tout à fait. Vous savez quel était l'objet du sondage, Oui, d'ailleurs. c'est vrai. Alors, l'objet du sondage de la semaine dernière, c'était fallait donner à chaque fois, pour chaque auditeur devait donner son top 3 ou son top 4 des professions qu'il détestait le plus. Les plus méprisables. Alors, incontestablement, le top 2, c'est les journalistes et les politiciens. Ça fait aucun doute. Je pense que les politiciens sont légèrement devant. J'ai pas calculé exactement aux commentaires près. Surtout qu'en plus de ça évolue. Il y a encore des gens qui sont en train de commenter au moment où on fait la vidéo. Mais je pense que politicien est numéro 1. À défaut, c'est les journalistes, ça c'est sûr. Et ensuite, derrière, on a les banquiers qui prennent beaucoup, notamment les banquiers centraux. On a aussi les juges. On peut avoir d'autres professions. Qu'est-ce qu'on a eu aussi, je sais plus. On a aux États-Unis, ce qui est le plus bas ou quasiment le plus bas, c'est les prostituées. Là, on les a pas du tout en France. Non, là on les a pas du tout. Non. Mais parce qu'en fait, les gens, on a parlé des professions, mais c'est plus ceux qui les font qui sont visés, puisqu'en fait, on ne reproche pas tellement aux politiciens d'être des politiciens. On reproche aux politiciens d'être véreux ou d'être malhonnêtes. Pareil pour les journalistes, on ne leur reproche pas d'être des journalistes. Au contraire, on leur reproche de pas faire leur vrai travail de journaliste, à savoir dire les faits et non pas dire leur idéologie. Vous savez, c'est la vieille blague, comment vous savez qu'un politicien ment? Non, je ne sais pas. C'est quand la bouche bouge. C'est pas mal. Je m'attendais à un truc du genre, ouais. C'est affreux, mais ça, ce que ça veut dire, c'est quand même, c'est un signal très grave. C'est qu'aujourd'hui, nos politiciens n'ont plus aucune légitimité dans le pays. C'est-à-dire, on se dit, c'est des guignols. Ils nous prennent pour des imbéciles. Ils arrivent là, on ne sait pas comment on les a nommés. Si quelqu'un a compris comment M. Macron, qui est arrivé au pouvoir et qui l'a poussé, je voudrais bien le savoir, parce que c'était pas son parcours avant qui faisait penser qu'il était destiné à être président de la République. Donc, vous avez toute une série. On a l'impression qu'aujourd'hui, on est autorisé à voter pour des gens qu'on nous a désignés, qui ont été choisis auparavant par d'autres. Mais c'est pas ça l'élection. Le problème, c'est que comme c'est toute la classe politique qui est un petit peu visée par ce discrédit, par la force des choses, celle qui est au pouvoir, celle qui est dominante au pouvoir, c'est-à-dire en l'occurrence le bloc centriste autour d'Emmanuel Macron, reste au pouvoir parce que faute de mieux, quoi. C'est-à-dire que même si Marine Le Pen aujourd'hui est un petit peu plus populaire que Emmanuel Macron, elle a un petit peu ce plafond de verre des 50% qui est difficile. Il y a quelque chose de très bien qui me fait quand même qui me remplit d'espoir, c'est que Macron est élu par les rentiers. Ouais. Par tous ceux qui sont à la retraite. Par les boomers, surtout. Ouais. Voilà, ils sont tellement. Et il est évident que la politique qu'il suit va amener à la ruine des rentiers. Donc je trouve une espèce de satisfaction sombre à penser que tous les crétins qui ont voté pour Macron depuis 7 ou 8 ans
vont être ruinés. Mais et ils auront qu'à se féliciter de leur choix. Ah mais moi je n'attends que ça, que les boomers, que les bourgeois, que toute cette sociologie, plus celle privilégiée qui a voté pour Emmanuel Macron, se prennent des coupures de courant, des trucs comme ça, et qui se disent mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays, mais c'est pas possible. Là je n'attends que ça, parce que là la cause à effet elle est vraiment directe, quoi. Il y a vraiment aucun doute. Quand est-ce que c'est vraiment l'histoire de type qui dit on peut pas tromper tout le monde tout le temps. Eh ben si, il y a des gens, des gens qui arrivent à tromper toute la classe retraitée en France, les bourgeois du 16e et tout, ils sont tous très contents de Macron. Ouais, tout à fait. Et ça me surprend, mais enfin bon, voilà. C'est comme ça. Donc j'espère que ça va changer. Enfin, de toute façon, a priori en 2027 il pourra pas se représenter, et même si on a une personnalité type Édouard Philippe ou autre, je pense pas que ce soit une personnalité comme tout le monde, hein. Mais je pense pas que ce soit une personnalité qui aura la même peut-être le même charisme qu'Emmanuel Macron. Enfin, il y aura peut-être pas le même effet sur la population. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais chacun des présidents de la Ve République a été pire que le précédent. Quand on est arrivé à Hollande, je me suis dit, on a touché le fond, les gars, c'est bon. Et puis non. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y en avait un qui était pire. Parce que Hollande, il était brave. Il était pas gros travailleur, tout ça, mais il était brave. C'était un brave. On sentait que il préférait que ça aille bien plutôt que ça aille mal. Tandis que Macron, je crois qu'il est méchant comme une gale. Oui, et puis Hollande avait quand même pouvait être critiqué par tous les gros médias, style BFM, LCI, etc. Parce que on avait encore ce modèle un peu opposition droite-gauche, et que les journalistes quand même étaient un petit peu obligés de critiquer. Là, vraiment, il y a eu un gros tournant au niveau du service de l'information sous Emmanuel Macron. Et la prise de contrôle des services d'information par les gens qui étaient proches de lui. Donc, on a le choix entre dire du bien de Macron, si on est journaliste, ou ne rien dire. Ouais, il y a un petit peu ça. Ouais. C'est toujours la vieille plaisanterie. 2 sortes de journalistes en France. Hein. Ceux qui disent ce qu'ils pensent et ceux qui ont un boulot. Quoi. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Le sujet suivant, je sais pas si on va rester très longtemps dessus, parce que c'est pas non plus un sujet qui a un grand intérêt, mais enfin, je trouve que c'est intéressant de le redécouvrir aujourd'hui, en fait, dans le contexte actuel. C'est le sujet de l'uniforme à l'école. C'est un projet, c'est en discussion apparemment au sein du gouvernement. L'uniforme à l'école. On pense à remettre l'uniforme. Enfin, moi, l'uniforme à l'école, ça me fait rigoler. Moi, quand j'étais pensionnaire à Pau, je sais plus quoi, l'uniforme à l'école, c'est qu'on était tous en blouse grise. Parce que, voilà, on était crado, on avait 2 douches par semaine, et puis on était des garçons, on se roulait partout. Donc le truc, c'était, on mettait une espèce, c'était pas un tablier, mais c'était une blouse grise, c'était vachement bien la blouse grise, mais... Ouais. Mais c'était ça, effectivement, au départ, il n'y a jamais eu véritablement d'uniforme à l'école en France, enfin pas au niveau national, c'était effectivement la blouse, qui était pour des raisons d'hygiène, aussi parce que à l'époque, les enfants, ils n'avaient pas 15 vêtements comme aujourd'hui, ils avaient 3 ou 4 chemises par semaine, donc on ne pouvait pas se permettre de l'attacher. On en mettait une par semaine, oui. Oui, non mais voilà, donc, et donc c'était le cas au début du siècle, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça au final, et donc c'était un petit peu ça l'uniforme à l'école. Enfin aujourd'hui c'est un petit peu dans l'optique de dire on a des problèmes de culture, de société, on a des gamins qui mettent des abayas, des trucs. Prenons un exemple simple, donc on met un uniforme dans les écoles de filles. Bon, très bien. Et celles qui portent le voile? C'est justement la question. Le truc, c'est que normalement, elles n'ont pas le droit de porter le voile avant l'université. Normalement, école primaire, école secondaire, c'est pas autorisé. Maintenant, elles le font partout. Elles le font. Et le pouvoir ne dit rien. Le pouvoir ne dit rien, et c'est justement pour ça que le pouvoir voudrait, en quelque sorte, je sais pas si ça va se faire. Ils font passer des textes de loi, et ensuite... ils ne respectent pas la loi. Oui, c'est ça. Donc s'il y a des gars qui décident d'arriver
en cafetant à l'école, je suis bien certain que les professeurs, l'inspection académique, etc., ne diront rien. J'en suis certain aussi. Donc, à quoi ça sert à faire une loi dont on sait que personne ne va la respecter? Ça contribue à ce qu'on appelle l'anomie, c'est-à-dire le non-respect de la loi devient la règle. Et à ce moment-là, un pays devient gouvernable. Et je pense qu'en plus de ça, on va... Alors, moi, je suis pas contre l'uniforme à l'école, surtout pour les enfants. Je trouve ça plutôt joli. Enfin, c'est pas dérangeant. Mais enfin, effectivement, il y a cette volonté donc de lutter contre un vêtement par un autre vêtement, ce qui peut s'entendre si encore la loi était respectée. Sauf que rajouter de la loi... J'ai une autre question importante là. Si on a un transgenre dans l'école, il se met un habit de femme ou un habit d'homme? C'est une bonne question. C'est une bonne question, surtout que le ministre de l'Éducation nationale semble beaucoup respecter ce genre de, choses. Question. Et donc il peut s'habiller un jour en homme, un jour en femme selon le matin. Peut-être qu'il peut choisir, oui, je sais pas. Je sais pas, non, mais ça pose des questions intéressantes, si vous voulez. Ou alors peut-être qu'on essaye, dans la mesure du possible, de mettre le même uniforme pour les garçons et les filles. Mais enfin, bon. Donc on va mettre les garçons en jupe? Non, peut-être les filles en pantalon à ce moment-là. Je sais pas. Mais est-ce que c'est pas une discrimination totale? Elles ont le droit de porter des jupes, les filles, non? Oui, elles ont le droit, mais enfin, après, c'est l'uniforme. Si on décide que l'uniforme est l'uniforme... Alors, on supprime l'armée, on supprime l'uniforme, et on en met partout, sauf il n'y a plus personne dans l'armée. C'est l'endroit, normalement, où vous devriez avoir un uniforme. Oui, c'est vrai. Et vous remplissez pas le Stade de France avec les troupes françaises d'aujourd'hui, donc... Donc oui, tout ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça prouve qu'on avance dans le futur, les yeux fermement dirigés vers le passé, quoi. Mais selon moi, il y a un problème d'ordre logique dans ce projet. C'est qu'on veut régler un problème de fond avec de la forme. C'est-à-dire qu'on va dire... On a un cancer, on vous file un cataplasme. C'est ça. Et puis, en plus de ça, évidemment, si les professeurs ne font pas respecter la laïcité aujourd'hui, c'est-à-dire avec les voiles, avec les abayas, avec tout ça, je ne vois pas comment ils pourront faire respecter l'uniforme, qui est une mesure encore plus dure dans le futur. Donc évidemment, si on a l'uniforme à l'école, ce qui va se passer, c'est que là où on n'a aucun problème, et donc là où on n'avait pas besoin de l'uniforme, on aura l'uniforme, et là on aurait peut-être besoin de l'uniforme parce qu'il y a des problèmes d'ordre culturel, voilà, et ben là on l'aura pas. Ben alors il y a peut-être une solution qui est toute simple, c'est donner la liberté d'enseignement, vous savez, selon le fameux principe du ticket d'enseignement là, dont on a souvent parlé ici, et que chaque école détermine ce qu'elle va faire. Parce que je me souviens, il y a quelques années, j'avais un article passionnant. Dans les banlieues noires de Chicago, c'était le merdier, les écoles ne marchaient pas et tout. Et il y a, je crois, deux ou trois anciens marines noirs américains qui ont décidé de faire une école. Donc, pour les garçons, tout le monde en uniforme, salut au drapeau, marche au pas. Enfin bref, c'était d'une discipline absolument féroce. Il y avait des listes d'attente de 4 ans pour rentrer dans l'école. Et tous les enfants qui étaient là-dedans s'en sont sortis très bien. Du coup, révolte générale de l'industrie de l'enseignement, comme vous le savez, tous à gauche. Donc je crois qu'ils ont réussi à obtenir la fermeture de cette école qui marchait très très bien pour les garçons, qui avait d'excellents résultats. Donc il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, l'éducation en France n'est pas organisée pour que les enfants soient éduqués, mais pour que le personnel enseignant finalement travaille aussi peu que possible, quoi, et ne soit pas embêté avec des problèmes embêtants. Donc si on fait ça, si vous voulez, c'est qu'on pense que l'école est un endroit important pour la transmission des valeurs, comme l'ordre, la discipline, la propreté. Je ne sais pas si ça va passer avec notre personnel enseignant d'aujourd'hui. Hein. Je ne suis pas convaincu non plus. Donc, ouais. Donc voilà pour ce sujet qui peut-être deviendra une loi, je ne sais pas. On a même du personnel politique, notamment chez LR, avec un certain Aurélien Pradier, qui propose même de poursuivre l'uniforme jusqu'à l'université, ce que je trouve parfaitement idiot. Enfin bon, c'est vraiment cette volonté de mettre vous avez un cancer en phase terminale, très bien, prenez un Doliprane, ça ira beaucoup mieux. On nous avait ça avec le Covid. Hein. Oui, c'est vrai. Donc voilà pour ce sujet. Sujet suivant, je voudrais parler de la corrida. On a un débat en ce moment à l'Assemblée nationale sur
sur la potentielle interdiction de la corrida. C'est un sujet sur lequel je trouve assez peu de gens ont réfléchi, y compris moi-même, et qui s'impose très vite à tout le monde avec donc cette proposition d'interdiction, avec donc ce débat. Finalement, le fond du fond de ce débat, c'est que faire primer entre la tradition et le bien-être animal. Il y a une sorte de contrôle de proportionnalité à faire dessus. Est-ce que on fait souffrir suffisamment l'animal pour mettre fin à la tradition? C'est un petit peu le débat. Moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord pour qu'on arrête les corridas et tout, mais à ce moment-là, on arrête aussi tous les sacrifices faits par les musulmans, des moutons à l'Aït, et ou, je sais pas, des juifs, je sais pas quand. Si on doit tuer les animaux humainement, ben, ce que je peux vous dire, c'est que tous les partisans de la religion musulmane, une partie des gens de la religion juive, ne les tuent pas humainement. Et il y en a beaucoup plus que de taureaux qui sont tués. On parle de dizaines de milliers d'animaux. Donc commençons que notre législation ait un grand coup de courage et décide que tous les animaux à l'Aït seront livrés morts. Et après ils ne seront pas tués par les types locaux, avec le sang qui coule partout, les pauvres bêtes qui crient, enfin. Donc, oui, très bien. Moi, je suis pour la protection des animaux, mais que ceux qui en tuent 10 000 soient par jour, soit en première ligne, et non pas ceux qui en tuent 3 par mois. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, c'est une proposition donc, de loi de la part d'Aymeric Caron. Eh ben, très bien. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Aymeric Caron. Il est pour la vie des moustiques. Moi, j'ai rien contre. Ouais. Mais surtout qu'il fasse la même proposition pour les musulmans. Effectivement, la France Insoumise ne veut pas le faire. J'avais vu l'autre jour une interview de Mathilde Panot, donc présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, sur BFM TV, et on lui a posé cette question sur l'abattage rituel. Elle a un petit peu botté en touche. Elle voulait pas tellement répondre parce qu'elle disait bah non, c'est pas pareil, machin. Mais enfin, comment c'est pas pareil? Bah c'est pas pareil. C'est la souffrance d'un mouton, c'est pas pareil? Oui, non, c'est pas pareil. Je sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être que c'est le côté comme c'est pas un spectacle, que c'est pas devant tout le monde. Du coup, quelque part, on le voit pas, donc on peut l'ignorer. Je sais pas comment. Non, parce que ce qu'on voit pas, on peut l'ignorer. Oui, bah peut-être. Donc si on commet des crimes contre l'humanité en cachette, ça va? Ouais, peut-être dans une cave, ça passerait mieux, je sais pas. Non, mais voyez, c'est d'une hypocrisie totale. Oui, c'est vraiment se foutre du monde. Quoi. Encore une fois, d'accord. Il y a toute une série de choses qui me paraissent. Il y a des contradictions comme ça essentielles. J'ai toujours remarqué quelque chose qui m'a toujours sidéré. Je vais dire une bêtise une fois de plus, mais les partisans de l'avortement sont toujours partisans sont contre la peine de mort. Et les partisans de la peine de mort sont en général contre l'avortement. Ouais, c'est vrai. Ils pourraient pas être logiques tous les deux. Ou vous êtes pour, ou vous êtes contre. Le côté essentiel de la vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a comme ça, dans la gauche et dans la droite, des espèces de contradictions qui sont à l'intérieur des mecs, qui sont incompréhensibles. Alors peut-être je dirais que le camp qui est contre l'avortement mais pour la peine de mort a peut-être un argument supplémentaire, c'est que dans le cadre de la peine de mort, a priori, celui qu'on tue donc a une vie, sauf que il n'est pas innocent. C'est la différence avec... je veux dire, si la vie est Si la vie est sacrée par principe... Par principe, il y a un loup quelque part. Oui, quoi. là c'est sûr, il y a une contradiction. C'est pour ça que pour moi, si c'est pas le cas. les gens de gauche veulent abolir la peine de mort, et moi je suis pas partisan de la peine de mort, c'est qu'ils pensent que la vie est un absolu. Ouais. Et donc, il y a quelque chose qui me gêne. Quoi. Je sais pas. Oui, tout à fait. Et on le retrouve pour les moutons. Ouais. Donc si c'est un mouton... allez hop, mais parce que comme les gens qui tuent les moutons votent pour nous, donc on va pas quand même tirer une balle dans le pied, hein, mais pour les taureaux, comme ils votent pas pour nous, à ce moment-là, on les punit ceux-là. Donc ce qu'on punit en fait, c'est pas l'acte de tuer une bête, c'est l'acte de voter mal. Ouais. C'est-à-dire vous avez le droit d'enlever les distractions, les amusements des gens à condition qu'ils ne soient pas dans votre camp. Et j'ai trouvé, c'est assez formidable, donc Aymeric Caron a été invité sur le plateau de Quotidien pour en parler, et il a développé un argument que je trouve absolument dingue venant de lui,
C'est-à-dire que lui, son argument, enfin une partie de son argument, c'était de dire que la corrida, c'était de la culture espagnole et pas française. Bon, alors faut savoir que quand même la corrida, c'est arrivé en France il y a environ 170 ans, donc on peut considérer que peut-être, bon, comme c'est là depuis avec des réfugiés espagnols d'ailleurs. Oui, avec des réfugiés espagnols. Donc on pourrait se dire que peut-être notre Premier ministre, l'ancien Premier ministre. Si le truc est en France depuis 150 ans, on peut peut-être commencer à considérer que c'est français. Surtout qu'il a quand même tendance à considérer que des individus qui sont en France depuis 5 minutes sont déjà français. Donc je me dis, bon, il y a quand même... tout le monde n'est pas soumis à la même règle, visiblement. Pas soumis. Et puis en plus, je sais pas si vous allez du côté... Vous avez des deux côtés des Pyrénées, bon, le Pays Basque, et de l'autre côté, tout ce qui est l'ancien royaume, je ne trouve plus le nom, enfin, de Majorque, etc., qui étaient des Catalans, voilà, le royaume de Catalogne, qui se veulent pas espagnols, et vous aviez les corridas, à l'époque, il n'y en a plus dans la Catalogne maintenant, mais qui passaient très facilement la frontière pour aller à Perpignan. Et puis vous aviez les corridas qui étaient passés facilement la frontière pour aller à Bayonne. Donc l'idée que les corridas c'est quelque chose qui n'est pas français, ça veut dire aussi donc, que le Pays Basque français et la Catalogne française sont pas françaises. Ce qui est une idée intéressante, dont je suis sûr que M. Caron est d'accord avec ça d'ailleurs. Mais oui, non, mais en plus de ça, je me pose la question, depuis quand, Aymeric Caron, on a quelque chose à faire de si une tradition est française ou pas française. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que, même si c'était vraiment une tradition française, même d'origine française, admettons, je pense que ce ne serait pas un contre-argument suffisamment solide, selon Aymeric Caron, en fait, pour justifier l'existence de la corrida. Donc c'est vraiment un non-sens. Enfin bref, voilà, je trouvais cet argument un petit peu curieux, surtout venant de sa part, et en plus de ça, qui n'était pas forcément très, très logique. Le sujet suivant que je voudrais aborder, on reste sur les thématiques de l'Assemblée nationale. On va peut-être pas y passer 2 heures non plus, mais c'est donc l'avortement dans la Constitution. Donc à l'heure où on en parle, ça vient tout juste d'être adopté, donc c'est dans la Constitution à présent. Maintenant. Mais pour que ça soit dans la Constitution, il faut que ça soit fait par les 2 chambres à une majorité des 2 tiers, je crois. Oui, mais en fait, pour l'instant, c'est l'amendement qui a été accepté, donc il va maintenant être présenté au Sénat. Oui, parce que pour faire un changement constitutionnel, c'est pas juste l'Assemblée qui vote là-dessus. Il y a toute une procédure qui est longue, qui est... Alors, on va voir ce que va dire le Sénat, mais tout ce qu'on fout dans la Constitution, ça ne veut plus rien dire, quoi. Ça me rappelle le texte constitutionnel qu'avait écrit Giscard sur la Constitution de l'Europe, qui faisait je ne sais plus combien, 200 pages, et on prévoyait l'âge du capitaine, la hauteur des mâts, enfin bref, c'était... Donc, une constitution, comme disait Napoléon, ça doit être court et obscur. Oui, normalement, c'est l'organisation... On met très peu de choses dedans. Oui, il y a peu de choses. C'est l'organisation des pouvoirs publics. C'est pas, telle ou telle conquête sociale, sociétale, on va la mettre dans la Constitution, ça va être très bien. Parce que, par exemple, dans le préambule de la Constitution, il y a les droits de l'homme et du citoyen, mais on ne parle plus que des droits de l'homme. Mais le préambule, c'est les droits de l'homme et du citoyen. Ce qui voulait dire que quelqu'un qui n'était pas citoyen, je ne sais pas s'il avait des droits en France. Puisque c'était les droits de l'homme et du citoyen. Oui, c'est vrai. Mais on a laissé tomber et du citoyen. Donc quand on me dit c'est dans la Constitution, je leur dis oui, c'est dans la Constitution, mais vous avez coupé la moitié et du citoyen. Et puis il y a aussi des choses, par exemple, on a techniquement, on a le droit de grève qui n'est pas dans la Constitution, mais qui est un droit constitutionnel par le fait du Conseil constitutionnel, parce qu'il a été présent dans le préambule de la Constitution de 1946. On a des trucs comme ça. Sauf que c'est pas la même chose. Et en plus de ça, ça pose donc cette question de est-ce que ça a quelque chose à faire dans la Constitution ? Parce que auquel cas, si l'avortement a sa place dans la Constitution, alors peut-être qu'à l'avenir, il faudra y mettre le Pacs, le mariage gay, la PMA, la GPA, pourquoi pas ? On pourrait mettre c'est-à-dire qu'il y a toute une décision qui a été prise par des juges, parfois en France par le Parlement, comme l'avortement, avec Mme Simone Veil, mais maintenant, ils sentent bien que les peuples sont en train de se révolter contre tous ces changements qui ont été faits par un gouvernement des juges,
Et ils essayent désespérément d'inscrire dans la Constitution pour que le peuple ne puisse plus revenir sur des choses avec lesquelles il n'est pas vraiment d'accord. Mais c'est une atteinte, encore une fois, à la souveraineté populaire. Si le peuple décide qu'il veut revenir sur tel ou tel truc, c'est son droit le plus strict. Et en plus de ça, je trouve que c'est parfaitement inadapté à la situation française, parce que le droit à l'avortement en France n'est absolument pas menacé. Il n'y a aucun parti politique qui veut revenir sur l'avortement. En tout cas, pas de parti politique qui se présente aux élections, quoi. C'est peut-être des micro-partis. Il n'y a pas de parti politique. Et même aux États-Unis, ce qui s'est passé, c'est que le droit à l'avortement avait été donné par des juges et non pas par des... et que la Constitution américaine ne précisait en rien qu'ils pouvaient légiférer là-dessus. Donc, 50 ans après, une autre cour de justice est revenue sur une décision qui ne lui semblait pas fondée en droit et a dit ce droit doit être mis en œuvre par les pouvoirs régionaux, les États. Donc on a dans quelque sorte, la Cour suprême s'était arrogée de créer un changement sociétal alors qu'elle n'en avait pas l'autorisation. Et donc ils sont revenus en disant maintenant c'est les États qui vont décider la façon dont ils organisent ce droit. Ils n'interdisent pas l'avortement aux États-Unis. Ils disent simplement ça dépend de l'État dans lequel vous vivez. Ouais. Et là, en plus de ça, cette législation-là, pas tellement une législation, mais cette constitutionnalisation-là, elle est faite justement en réaction à ce qui se passe aux États-Unis, qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe en France. Absolument. Et la troisième question qui se pose, c'est est-ce que plus tard, donc, on pourra non pas revenir sur le principe de l'avortement, mais sur ces circonstances, c'est-à-dire que par exemple récemment, on est passé... Ça s'arrête ce droit. On est passé du délai de 12 semaines à 14. Est-ce que peut-être un gouvernement futur de droite conservatrice pourrait revenir de 14 à 12 ? Ou est-ce qu'un truc de gauche pourrait décider, comme ça commence à se faire aux États-Unis, dans le Massachusetts, à New York, où dans le fond des enfants viables, 6, 7, 8 mois sont avortés. Ouais. C'est-à-dire, il s'agit là de la suppression d'une vie qui a commencé, quoi. Donc, si la gauche décide que dans le fond, la mère peut tuer son enfant, qui est viable, ça pose un problème absolument éthique monstrueux, parce que c'est... le but du droit, c'est de protéger le faible contre le fort. Et là, on protège le fort contre le faible, puisque celui qui n'a aucune défense, c'est le... Donc, je me retrouve une fois de plus devant un de ces problèmes, si vous voulez, où la main du législateur ne devrait pas aller, ou alors il y a des qu'en tremblant, en quelque sorte. Il y a des choses, c'est comme l'euthanasie, il y a des choses où il vaut mieux pas aller, quoi. Mais l'euthanasie que peut-être on va imposer aussi, mettre dans la Constitution, un de ces quatre, c'est possible. Moi, ça m'inquiète un petit peu, cette volonté, notamment, ça vient de l'extrême gauche, puis ça contamine ceux qui étaient vaguement réticents. Par exemple, on a la position du Rassemblement national dessus, qui a choisi au final de voter cette constitutionnalisation de l'avortement. Alors, je ne remets pas forcément en question leur vote. Simplement, est-ce que c'était vraiment nécessaire de céder ils auraient pu peut-être s'abstenir, je sais pas. Il y a des procédures dans le Parlement britannique, la mère de tous les parlements, que sur un certain nombre de questions, les partis donnent la liberté de vote aux parlementaires. C'est-à-dire que Pour moi, c'est normal, oui. Sur des questions comme ça, il n'y a pas de ligne de parti, vous votez comme vous voulez. Il me semble que le Rassemblement national, les Républicains s'honoreraient à dire, écoutez, là, nous, c'est pas notre boulot de vous donner sur des choses qui sont moralement aussi importantes, donc vous votez en fonction de ce que vous pensez, vous, individuellement, et personne ne vous en sera. Donc c'est peut-être une solution. Organiser des votes où il n'y ait pas de consigne de parti. Ouais. Je suis assez d'accord. Ce serait, moi, à mon avis, serait une avancée de la démocratie, mais voilà. Oui, parce que ça dévalorise complètement la réflexion. C'est quelque part, c'est pas vous qui allez voter, c'est le parti. Et ça aussi dévalorise, mais ça aussi enlève la responsabilité du gars qui aurait voté dans un sens ou dans l'autre et qui dit, moi, je suis pour rien, vous savez, j'ai suivi les ordres. Mais le truc de j'ai suivi les ordres, on sait que depuis 1943-44, c'est pas toujours le meilleur argument. C'est pas toujours un argument qui emporte beaucoup de... Ouais, c'est sûr, ouais. Donc c'est pas... Il y a des endroits
où je trouve que le législateur ne devrait pas aller. Ouais, je suis assez d'accord, et je trouve que là on y va très vite sans forcément beaucoup y avoir réfléchi, d'autant plus c'est pas du tout un droit qui est en danger en France, enfin voilà, et je me répète, mais enfin vaut mieux se répéter que se contredire, comme dirait l'autre. L'autre sujet que je voudrais évoquer, c'est un sujet que je voulais évoquer depuis un bout de temps maintenant, c'est l'hypothèse de la monnaie, alors d'une part numérique établie par un État, mais en plus de ça, notamment venant de la Chine, il y a cette idée de peut-être faire un yuan numérique qui aurait une date de péremption, donc pour pousser les gens en fait à consommer davantage et pour littéralement rendre impossible toute forme d'épargne, puisque au bout d'un moment votre épargne ne vaut rien. On a fait tout le numéro qui va paraître donc 2 ou 3 jours après cette émission là, qui est déjà dans la boîte en quelque sorte, sur l'épargne. Et les gens ne comprennent pas. Toute la théorie keynésienne, c'est que la croissance économique capote quand les gens épargnent trop. C'est d'une imbécilité rare, c'est une contre-vérité. Et le miracle du capitalisme, parce qu'il y en a un, c'est quand même quand vous réussissez à prendre une épargne monétaire, je sais pas, et que vous la transformez en investissement à long terme, des centrales nucléaires, des usines, etc. Et la façon dont on passe de l'épargne monétaire à ces nouvelles usines, ou à ces nouvelles centrales nucléaires, ça exige des prix de marché pour les taux d'intérêt, les taux de change, etc. Aujourd'hui, ce qu'on fait depuis des années, c'est qu'on explique que l'épargne est un mal, donc on massacre les épargnants, comme on le voit avec les taux d'intérêt négatifs, etc. Mais comme sur le long terme, l'épargne est égale à l'investissement, s'il n'y a plus d'épargne ici, il n'y aura plus d'investissement là, et donc il n'y aura plus de gain de productivité, et notre niveau de vie, ça s'écroule. Donc ce que font les Chinois, à mon avis, c'est qu'ils font une manœuvre à la TikTok. Ils se disent, ces Européens, ils croient à toutes ces billevesées qu'a raconté M. Keynes, donc on va leur mettre un truc à leur disposition pour être certain qu'ils continuent à massacrer l'épargne, ce qui permettra à nous d'avoir les usines, de développer des trucs, mais on interdira bien à notre peuple de se servir de cette monnaie qui ne veut rien dire. Donc, encore une fois, je ne crois pas à la théorie des complots, mais si vous êtes dans un monde où vous êtes le dirigeant d'un grand pays comme la Chine, et que vous voyez qu'un certain nombre de vos adversaires, ennemis, appelez-les comme vous voulez, ont des idées fausses, vous allez les renforcer dans leurs idées fausses, de façon à ce qu'ils se détruisent avant que vous ayez besoin de les détruire vous. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que, dans le fond, il y a toute une série de gens qui doivent être payés par la Chine pour nous foutre la trouille sur le réchauffement atmosphérique, sur le fait qu'on épargne trop, sur le fait... je trouve que... Il y a trop de coïncidences, quoi. Et je pense qu'il y a un petit peu la même chose venant de quelques pétromonarchies. Je pense notamment au Qatar qui finance un média maintenant assez connu en Europe qui s'appelle AJ+. Donc en fait ça veut dire Al Jazeera Plus. Oui. Et qui va par exemple faire remarquer, que ce soit en Grande-Bretagne ou en France, le racisme effrayant qui reste. Le racisme, l'homophobie, le machin, vous vous rendez compte de tout ça? Oui, sauf que gars, t'es financé par le Qatar, alors si tu veux, en termes d'homophobie, vous nous battez largement. Hein. Non, mais c'est pas la question, c'est que nous, et justement, ils se servent de nos armes, de notre droit, etc., fort habilement, pour nous détruire. Oui. En le poussant à ses limites extrêmes. Et de notre mentalité, puisqu'on a une mentalité qui consiste à s'auto-flageller beaucoup, à se dire qu'on est coupable de notre passé, etc. On est bien la seule civilisation au monde à faire ça. Et ils se servent de ces faiblesses pour qu'on arrête d'exister, pour qu'on arrête de faire des enfants, pour qu'on arrête tout ça. Alors, ils y arrivent très bien, d'ailleurs. Eux essaieront de continuer de leur côté. Et d'ailleurs, la Chine, c'est vraiment la puissance par excellence aujourd'hui qui essaye de voir les choses vraiment sur le long terme, de se dire, voilà, plan 2050, voilà ce que ça doit être la Chine. Nous, nos gouvernants se demandent à peine ce qu'ils vont manger demain matin, quoi. Donc, non, mais surtout nos gouvernements aujourd'hui, s'il y a des élections cantonales et que quelqu'un pousse un cri, voilà. Donc, ce qui est très surprenant, c'est que, encore une fois, je veux pas parler des complots, etc. Mais regardez, il y a Ciotti
qui commençait à avoir un discours, de temps en temps, on dressait l'oreille, on se disait, il dit pas que des bêtises, celui-là. Oui, il avait, je dirais, une ligne qui était plus courageuse que celle de la moyenne. Un peu plus robuste. Un peu plus robuste. Et puis d'un seul coup, il est attaqué sur le boulot de sa femme, tout le monde fait ça à l'Assemblée, on va le nettoyer comme on nettoyait Fillon. Donc on voit bien que dès qu'il y a un type de droite, qui commence à tenir un discours à peu près raisonnable, c'est fou comme ces poubelles sont fouillées, on sort tout, alors qu'il n'arrive jamais rien aux autres. Donc, moi je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que, dans le fond, on continue à s'enfoncer avec beaucoup de rapidité en Europe, aux États-Unis. Et je suis bien persuadé qu'il y a des tas de gens qui ont un certain intérêt parmi nous à ce que ça se pète la gueule, parce qu'on les paye bien. Tout le monde sait que je suis payé par la Chine, bien entendu, mais en dehors de ce point essentiel, moi je suis quand même surpris de voir à quel point c'est toujours les mêmes qui se trouvent massacrés par le système judiciaire qui est utilisé à profit, en quelque sorte. Regardez, s'il y avait un des enfants de Trump qui avait fait la moitié de ce qu'a fait le jeune Biden, on aurait entendu parler que de ça depuis 3 ans. Alors là, on aurait pu avoir un État démocrate qui aurait pu rétablir la peine de mort juste pour l'occasion. Juste pour Trump. Et puis en réalité, celui qui a fait toutes les saloperies, c'est le petit Biden dont personne ne parle. Et puis les autres, on essaye de les... Donc, comme disaient De Gaulle et Mitterrand, d'ailleurs, le vrai danger, c'est la République des juges. Parce que ces gens-là, personne ne les a élus. Et tout l'effort de l'Europe, en Pologne, en Hongrie, c'est d'établir un gouvernement des juges européens. Et je me demande si la liquidation de Ciotti, ça fait pas partie du même mouvement, quoi. Peut-être. Après, c'est vrai que Ciotti, c'était pas... Je le connais pas, Ciotti, j'ai rien pour lui, ni contre lui, mais je me dis, je suis surpris de voir à quel point il ramasse des claques. Bien sûr. Après, c'est vrai que Ciotti, il s'était pas spécialement démarqué, notamment, avec cette affaire de la polémique avec Grégoire de Fournas à l'Assemblée nationale. Il avait très rapidement hurlé avec les loups, un peu pour rien. Chose que n'avait pas fait par exemple Bruno Retailleau, qui lui avait été plus mesuré sur la question. Bruno Retailleau qui donc au final risque fortement de remporter ce congrès des Républicains. Mais je suis persuadé qu'une grande partie de cette liquidation des Ciotti, Fillon, etc., ça vient de leur propre parti. Possible, ouais. Oui. Je suis pas certain que ce soit la gauche qui ait monté les dossiers. Je suis bien certain qu'il y a des dossiers qui sont tout faits et qui sont envoyés, hop, Mediapart. Regardez, vous avez fait de longues études, maintenant vous pouvez les publier. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est très possible que ça vienne de son propre camp. Oui, je crois que ça vient toujours de son propre camp. On est trahi par les siens. Ouais, surtout, je pense que les Républicains, c'est une belle fabrique à ce genre de choses. Ouais, effectivement. Le dernier sujet que je voulais évoquer, c'est un sujet un petit peu plus léger, c'est l'instant PMU finalement. Je voudrais discuter un petit peu de la Coupe du Monde au Qatar. Alors, boycott ou pas boycott, moi je trouve que les arguments de ceux qui veulent boycotter sont pas nécessairement mauvais, c'est-à-dire sur tout ce qui est... Personne ne les empêche de boycotter. Ils n'ont qu'à pas regarder la télévision. Déjà... On est d'accord, personne ne les empêche eux de boycotter. Maintenant, le truc, c'est qu'ils se sentent un petit peu seuls. On a le match de l'équipe de France. On retrouve encore une fois un type de gauche qui veut imposer aux autres ce que lui pense bien. Oui, c'est ça. Moi, personnellement, je regarde pas le foot. C'est pas parce que j'ai une opinion politique sur le Qatar, c'est pas ça la question. C'est que j'aime pas le foot. Par contre, je regarde. Il y aurait du rugby au Qatar, un championnat du monde de rugby au Qatar, je le regarderais, ça va sans dire, parce que j'aime beaucoup le rugby. Mais donc encore une fois, si vous voulez, foutez la paix aux gens s'ils ont envie de boycotter, mais qu'ils boycottent les Français, et on le verra dans les résultats de publicité. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ça se passe pas très bien parce que le premier match de la France contre l'Australie, il a fait 12,5 millions de téléspectateurs, c'est-à-dire 48% de part d'audience. Donc pour l'instant, il y a des gens qui aiment le foot en France. Alors foutez-leur bien la paix. Ouais. Mais bien sûr, il y a eu des abominations au Qatar, mais sans vouloir, il y a peut-être pas eu le même nombre de morts, mais on n'a pas traité les gilets jaunes avec énormément de tendresse en France. Il y a eu des gens qui ont été blessés, abîmés à vie. J'ai un peu entendu ces gens-là protester contre le traitement qu'on a fait aux gilets jaunes. Donc, commencez par vous occuper
de l'état de droit en France, de l'état pitoyable dans lequel le Conseil d'État est, qui rend que des avis favorables au gouvernement, des gens qui ont été virés de nos hôpitaux que personne n'a fait re-rentrer. Voilà des sujets sur lesquels il devrait se pencher. Maintenant, aller expliquer que les Qataris sont pas vertueux, tiens, j'en avais une bonne, tiens. Les Qataris ont viré séance tenante toute une série d'Anglais, il y a que les Anglais pour faire des coups comme ça, qui assistaient à un match en habit de croisés avec des grandes croix rouges, vous savez, des homes et tout, ils sont... Les Qataris les ont renvoyés dans l'avion tout de suite. Mais je trouve ça assez rigolo de la part des Anglais d'aller exhiber des croix, des croisés au Qatar. Je trouve ça plutôt rigolo que les appels de je ne sais quel acteur qui n'a plus aucun rôle de boycotter. Moi, je trouve que les Anglais qui arrivent en habit de croisé, je trouve ça assez poilant, quoi. Ah oui, là, c'est sûr. En tout cas, c'est plus polémique et plus courageux que de venir avec un simple petit brassard LGBT. Bon, c'est pas forcément toujours accepté dans les stades, mais enfin, quand même, c'est un autre niveau de subversion, je trouve. Moi, j'imagine. Et vous savez que les avions, quand vous posez en Arabie Saoudite, les avions danois ou suisses qui ont une queue qui ont une croix sur la queue, vous savez, eh ben, ils sont obligés d'éteindre leur queue quand ils se posent. Parce qu'il ne faut pas qu'on puisse voir. Donc, le coup des croisés qui est arrivé avec des grandes croix rouges sur des manteaux blancs, quand même, ça me fait hurler de rire. Il n'y a que les Anglais pour faire des coups comme ça. Non, mais en même temps, c'est une prise de risque de la part du Qatar, parce que je trouve qu'inviter des centaines de milliers d'Anglais, en tout cas des dizaines de milliers d'Anglais, sans leur accorder la possibilité de boire de l'alcool, derrière, je ne serais pas étonné que le Qatar devienne un protectorat. Il risque d'y avoir un coup d'État avec les Anglais qui prennent le Qatar. Oui. C'est un jeu dangereux, je trouve. Non, mais tout ça, c'est toujours la même chose. Il faut montrer qu'on est plus vertueux que son voisin, quoi. Mais il nous casse les pieds. Et puis ce qui m'énerve profondément, c'est que, moi comme je suis un petit peu le foot, ça fait 12 ans qu'on sait que la Coupe du Monde 2022, elle va être au Qatar. Voilà. Ça a été fait dans des conditions parfaitement régulières, sans aucun effort de corruption de personne. Non, il n'y a aucune enveloppe, rien de tout. Rien qui n'est passé dans un compte ici ou là. Donc tout ça a été parfaitement transparent. Voilà, dans tout le respect de la transparence, aucune corruption, tout ça. Mais je veux dire, on savait très bien à quoi s'attendre venant du Qatar. On savait très bien qu'il fallait construire des stades pu n'en finir en quelques années. Qu'évidemment, ça n'allait pas se faire dans le respect de la démocratie, des droits de l'homme et du droit du travail français, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'on l'accepte, mais ça veut dire que c'est pas vraiment un truc qui vient de sortir. C'est pas la nouvelle de la semaine. Oui. Et on savait, en plus de ça, faire une Coupe du Monde au Qatar, évidemment, si ça avait été en été, ça aurait été un truc de dingue, parce qu'il ferait 45 degrés toute la journée, donc c'est injouable. Déjà, au Brésil, en 2014, c'était difficile. Donc là, ça aurait été encore pire. Donc on savait qu'ils allaient faire leur stade climatisé, que le respect du réchauffement climatique, là, on n'était pas au maximum. Enfin bref, c'est des choses qu'on savait depuis des années, et peut-être si suffisamment de gens s'étaient mis à boycotter le truc depuis des années, on aurait peut-être pu changer la localisation avant que ça se fasse. Sauf que comme tout le monde s'y est pris 5 minutes avant, évidemment, on ne peut pas éviter que l'événement se fasse. Donc, en fait, on ne change rien. Non, on ne change rien, mais surtout, vous dites, je ne vais pas regarder le foot, je ne vais pas allumer ma télévision, mais vous allez la regarder au café, quoi. Ouais, ou en tout cas, très souvent, c'est aussi ceux qui regardent pas le foot de manière générale qui disent « Oh bah là, vous savez quoi, je vais continuer à pas regarder. » Oui, comme moi, par exemple. Voilà. Alors parfois, je me mets sur YouTube et je regarde les buts. Parce que c'est toujours rigolo, le coup du but. Il y a toujours des trucs assez poilants qui se passent au moment d'un but. Mais une fois que j'ai vu, c'était 4-1, je crois que la France contre, je sais plus quoi, c'était la France contre... Voilà, c'était contre l'Australie. L'Australie, 4-1, on leur a mis 4-1. Ça fait 5 buts, donc j'ai vu ça en 2 minutes et demie sur YouTube, ça suffisait à mon bonheur. Quoi. Ouais. Mais c'est pas pour ça que je vais condamner ou ne pas condamner. C'est-à-dire qu'il y a tellement de choses qui vont pas chez nous. Le traitement des infirmières, le traitement des gilets jaunes, nos libertés fondamentales pendant la crise du Covid, enfin tout ça,
Voilà quelque chose auquel la gauche devrait s'atteler, le traitement de la façon dont on enseigne notre langue et notre civilisation dans les écoles. Voilà un autre sujet dont la gauche devrait s'occuper. Donc là, ça me paraît des sujets prégnants sur lesquels l'acteur français qui se sent une âme sociale devrait intervenir bruyamment. Je sais pas, par exemple, s'ils veulent gueuler, toutes les féministes françaises pourraient être devant l'ambassade du Qatar et de l'Arabie Saoudite en gueulant parce qu'on force les femmes à porter leur voile, ou de l'Iran, quoi. Elles devraient faire des piquets de grève. Alors, possiblement, oui. En tout cas, là, j'ai vu tout à l'heure un article de Libération. Visiblement, ils semblent préoccupés par l'apprentissage de la langue à l'école, mais figurez-vous qu'ils sont plus préoccupés par l'apprentissage de l'arabe que du français. Donc, ils disent que voilà, il n'y a pas assez de professeurs d'arabe, qu'il n'y a pas assez de moyens, ce qui peut-être est vrai. Mais enfin, je veux dire, je trouve ça un petit peu bizarre de se préoccuper surtout de l'apprentissage de l'arabe et pas tant de celui du français qui semble extrêmement lacunaire en ce moment. La question importante, c'est est-ce que l'arabe a une déclinaison inclusive ? Où ils font la différence entre homme et femme. Là, je sais pas. Il faudra poser la question à ces braves-là. Je suis sûr qu'on doit pouvoir mettre au point un enseignement de l'arabe inclusif. Ah oui, ça c'est possible. Ce serait intéressant de poser la question. Je sais pas exactement comment se construit l'arabe. Je sais pas si c'est une langue ou comme en français, le masculin l'emporte sur le féminin. Je sais pas. Mais enfin, effectivement, on pourrait poser la question. Moi, je suis pour l'institution de l'arabe inclusif dans toutes les écoles en France. Ouais. Non, ça veut dire que personne n'apprendrait, comme ça on serait tranquille. Pourquoi pas ? Effectivement, c'est une hypothèse. Après tout, on peut y réfléchir. Hein. On est en 2022, il faut bien être ouvert, quoi. Je veux dire, faut s'adapter au donc, pour l'arabe inclusif. Voilà, pour l'arabe inclusif, ça va être le mot de la fin. Ça va être le prochain grand combat de l'Institut de la Liberté. On commence avec Twitter et Elon Musk, on termine avec l'arabe inclusif. Je sais pas comment ça s'est produit. C'est une idée brillante, l'arabe inclusif. Mais enfin bon, donc je remercie comme d'habitude tous nos auditeurs, tous nos spectateurs de suivre avec une grande attention toutes ces émissions. Je rappelle que la meilleure manière de nous soutenir, c'est de nous partager sur les réseaux sociaux, envoyer nos vidéos à votre famille, à votre groupe Facebook, à votre story Instagram, à votre programme, à votre professeur d'arabe inclusif, à votre professeur d'arabe, voilà, à vos camarades de classe, à vos camarades d'amphi aussi, pourquoi pas. Faites cela. Abonnez-vous aussi à tous nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Instagram. Alors le compte depuis quelques semaines ne s'appelle plus l'Institut de Liberté, il s'appelle Charles Gave, puisque c'est le culte de la personnalité. Faites gaffe. C'est un peu, c'est peut-être le seul côté un peu années 30. C'est un peu douteux. C'est le culte de la personnalité. Enfin bon, c'est pas vous qui avez forcé, hein, ça s'est fait comme ça aussi. Oui. Donc les gens ont choisi. Vous êtes le Rice de nos auditeurs finalement. Donc vous avez été désigné par le peuple. Donc j'invite tout le monde à aller voir nos différentes pages. Ces vidéos sont disponibles en format audio sur les applications comme Deezer et Spotify. Et voilà, je vous ai à peu près tout dit. Et donc, encore un grand merci, comme chaque semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Délit d'opinion. Merci beaucoup. Merci et au revoir.